La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Quoi de mieux que commencer la journée en écoutant Pietro Raboni, le chef cuisinier et pâtissier de Gruppo Mimo. En plus d'apporter le soleil italien dans votre journée, Pietro va clairement vous donner l'eau à la bouche et très envie de goûter la cassata sicilienne, des cannolis et surtout son incroyable tiramisu dont la recette lui vient directement de sa maman. Originaire de Palerme, en Sicile, Pietro nous raconte comment, en devenant chef cuisinier, il a enfin réalisé son rêve d'enfant. De ses premières missions culinaires aux côtés de son cousin, jusqu'à l'ouverture des 7 restaurants Gruppo Mimo, en passant par son arrivée à Paris, il nous confie tout, avec en bonus ses plus beaux souvenirs sucrés qui nous transportent directement en Italie. Au menu de cet épisode, qu'est-ce qui fait un bon tiramisu ? Quand et pourquoi est-ce qu'il a voulu devenir cuisinier et pâtissier ? Son parcours, de la Sicile jusqu'à Gruppo Mimo, et enfin son conseil, ne jamais rien lâcher. Bonne écoute! Bonjour Pietro. Buongiorno a te. Comment tu vas? Je vais très très bien. Comme je te disais il y a 3 secondes, il fait froid. Oui. Il fait froid, mais au moins on est là, au restaurant de l'Évalois, au deuxième étage, tranquille, au chaud. Et puis parler de cuisine, ça réchauffe. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Surtout parce que là, je vais t'évoquer 2-3 souvenirs de mon enfance, de ma vie. On va se réchauffer bien. Alors justement, on va commencer par parler de ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit ? Alors, ça pourrait sembler un peu banal, mais les tiramisu. Ouais. Pour moi, les tiramisu, ça a été toujours un rêve. Mais quand je te dis un rêve, c'était vraiment un rêve. Moi, je l'ai rêvé la nuit, le tiramisu de ma mère. Mais c'était tellement bon, que moi, le lendemain, je disais tout le temps à ma mère, est-ce que tu peux l'en refaire ? On l'a fait hier, vas-y, je le vais encore aujourd'hui, et demain, et après-demain, et toute ma vie. Et c'est pour ça qu'en fait, après, aujourd'hui, on l'a mis dans la carte avec tous les saveurs du monde, parce qu'on aime cette recette. Et en plus, oui, je dirais que ça pourrait être aussi un peu la recette des desserts emblématiques italiennes. C'est une recette que tout le monde fait et tout le monde aime la modifier à sa façon. Il y a l'école de la crème liquide, il faut la faire monter et tout, et la mélanger à la sauce qu'on fait avec les œufs. Il y a l'école qui dit absolument pas de crème liquide. Moi, je suis aussi le grand maître Eugenio Massari qui te dit si tu mets du mascarpone, pourquoi pas ne pas mettre de la crème liquide. Tu peux la mettre aussi. Tu fais un bon chantilly bien fraîche et tu peux l'utiliser aussi. Oui, il a une matière grasse complètement différente par rapport au mascarpone, mais tu peux l'utiliser. Il n'y a personne qui te dit que c'est pas bon. Et en vrai, moi j'aime les deux. Soit avec, soit sans. Du coup, toi, c'est quoi un petit peu... Parce que, tu vois, j'ai toujours un débat, surtout avec mon compagnon donc, qui est d'origine italienne. Et pour lui, le tiramisu, c'est le tiramisu au café et rien d'autre. Et donc, je voulais savoir, toi, quel est ton regard là-dessus ? Tu vois, lui, il dit toujours un tiramisu au spéculoos, au Nutella, au machin, c'est pas un tiramisu. Donc toi, qu'est-ce que c'est ton regard là-dessus ? Alors, moi, je pourrais te dire, les tiramisu, oui, à la base, c'était du tiramisu, c'était des gâteaux imbibés dans du café. Mais aujourd'hui, même, excuse-moi si je trouve cette petite parenthèse, même quand on parle, par exemple, des carbonara, on a une recette. Oui.
de carbonara. Mais après, on a plusieurs recettes de carbonara. En France, on sait très bien, ils utilisent du lardon, ils utilisent la crème liquide. Oui, c'est pas la même recette déjà. Exactement. Ouais. En Italie, on a une autre recette encore où on utilise que 2 œufs, du pecorino et du guanciale. Et après, toujours en Italie, on a des carbonara, des poissons. On mange des carbonara avec du thon, avec des gambas. Du coup, en revenant un instant au tiramisu, pourquoi pas les faire aussi d'autres façons? Parce qu'au final, on parle des crèmes tiramisu, on parle pas des biscuits tiramisu. Donc, on utilise toujours la même crème, que c'est toujours du mascarpone avec les œufs bien montés. Mais après, pourquoi pas voyager un peu plus dans d'autres saveurs, dans d'autres goûts. Après, moi, je suis pas trop fan du tiramisu speculoos, par exemple. Mais bon, mais pourquoi pas un bon tiramisu chocolat blanc et des fruits rouges, par exemple. Et l'autre jour, il y avait mon responsable au laboratoire qui m'avait proposé une nouvelle recette avec de l'ananas. Pourquoi pas? On essaie, on goûte. Tiramisu, je pense aujourd'hui, il y a plus des milliards de recettes à pouvoir sortir et ils vont en sortir encore d'autres. Donc, c'est bien de laisser un peu plus de créativité à ces tiramisu au lieu de les laisser endormir. Parce qu'après, ça va. Comment dire? Oui, on reste dans le classique. Oui, exactement, on reste toujours dans les classiques. Alors qu'on pourrait partir vers d'autres vagues et se laisser un peu transporter. Voilà. Donc ici, chez Mimon, chez Gruppo Mimon, on a les tiramisu classiques, classiques au tiramisu, mais après on a une autre recette que c'est le tiramisu du moment. Okay. Les tiramisu du moment, ça change très souvent. Et ça pourrait être tiramisu au pistache. Ça pourrait être tiramisu avec une crème de noisettes. Tiramisu avec les pralinés, noisettes, concentré de café. Et on a un tiramisu aux fraises. On fait les tiramisu en ananas. On fait les tiramisu chocolat blanc et fruits rouges. Et on a encore, je pense, encore 7 autres recettes. Oui. Et d'autres recettes qu'on va mettre les mois prochains. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de changer dans plusieurs périodes la recette. On fait par exemple pendant 2-3 semaines un tiramisu au pistache, qui ici chez nous, c'est vraiment les tiramisus les plus demandés. Ah oui? Ouais, je sais même pas pourquoi. C'est trop demandé. On utilise une pâte 100% pistache, que ça vient de Sicile. Autre petite parenthèse, il y a mon père qui en fait me livre ici, nous livre ici en France tout ce que c'est fruits à coque. Du coup, les noisettes qui viennent du Piémont. Oui, forcément. Et la pistache qui vient en partie de Bronte. Et là, c'est le petit orgueil sicilien Bronte. Il est trop bon, effectivement, les pistaches de Bronte. Et du coup, je te disais, nous livrons une pâte 100% pistache. Et après, on fait imbiber les gâteaux, les savoyards, dans du lait chaud au coco. Avec un petit peu de sucre. C'est trop. Comment ça se fond dans la bouche. Ça te laisse cette petite amertume derrière des pistaches. Parce que, comme je t'ai dit, on utilisait une pâte 100% pistache. Donc, tu les sens bien. Il n'est pas trop sucré. Et je pense que c'est pour ça qu'il est devenu un peu les booms ici au restaurant. Alors du coup, c'est quoi un bon tiramisu? Si tu devais définir. Un bon tiramisu, on a besoin c'est clair, des ingrédients qui doivent être top, frais surtout. Pour faire un bon tiramisu, on a besoin des œufs qui sont très fraîches. Ça, c'est sûr et certain. Le mascarpone, j'utilise. Nous, ici, on utilise un mascarpone en 40% des matières grasses. Ok. Donc, c'est gras, mais même pas trop. Parce qu'il y a des mascarpones qui sont encore plus gras. Ok. Et, on utilise du café fait espresso à la machine. Oui, c'est pas inséré, mais c'est quand même du café fait à la machine italienne. Très bon. Et c'est un café qu'on fait tous les matins. Les derniers ingrédients, c'est l'amour. Il faut l'amour. Tu mets pas l'amour, t'es pressé pour faire un tiramisu, ça va pas la faire. Bah surtout, on peut pas être pressé pour faire un tiramisu. Parce qu'il faut des temps de pause et tout, tu peux pas. Absolument. Mais ça, je pense que c'est un peu plus sous la pâtisserie en général. Oui. Si t'es pressé, tu la fais pas. Oui, c'est clair. Tu la fais pas. Il faut se poser, rester calme,
respecter les doses, surtout. Surtout combien de fois ça arrive, même quand tu fais de la simple pâte à choux, ou que tu rates la petite dose, ça y est, c'est bon, ça monte pas, ça gonfle pas, ça cuit pas. Mais bon, pour les tiramisu, du coup, ouais, c'est ça l'ingrédient secret, qui est de l'amour, de la patience. Et alors, du coup, toi, tu le fais 100% mascarpone ou mi-mascarpone, mi-crème liquide? Nous, ici, on met que du mascarpone. On met que du mascarpone. Et en fait, pourquoi on utilise la crème liquide? Tu l'utilises pour donner un peu plus de staticité. Oui. Et pour les rendre plus fermes. Ok, parce qu'on va augmenter encore plus la matière grasse. Et du coup, ce tiramisu, au final, il va rester bien solide. Ouais. Mais si tu montes bien les œufs et si tu ajoutes au bon moment la mascarpone et au final, tu mélanges les trois bien, comme il dit le grand maître, tu basses vers là-haut, doucement, c'est sûr et certain, ça ne va pas tomber. Et ça reste parfait. Nous, ici, on les fait, on n'utilise pas des crèmes liquides, on n'utilise pas des gélatines, on n'utilise pas des crèmes fixes, on n'utilise rien de tout ça. Et après, je te laisserai goûter, tu me diras si c'est bon. Et alors, est-ce que ça, c'est la recette de ta maman que tu refais aujourd'hui? Absolument, oui. C'est exactement la même recette. Ça change peut-être les cafés, parce qu'elle utilise un café sicilien, il est bien fort. Je peux te dire, après un tiramisu de ma mère, tu as la tachycardie. Tu as les palpitations dues à la caféine. Donc ici, on a un café toujours italien, 100% italien, mais c'est exactement la même recette. Et je peux te dire, là c'est un petit secret que je vais dévoiler pour la première fois. Quand je devais réaliser la recette du tiramisu, j'ai appelé ma mère pour me faire donner les doses. Je voulais exactement les mêmes doses qu'elle utilise. Est-ce que tu as réussi à reproduire la même recette, au-delà du café, ou est-ce que tu penses qu'elle t'a oublié un ingrédient secret? Non, mais en fait, je pense que ça ne sera jamais comme celui qu'elle fait. Ça change. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça change, j'arrive pas encore à comprendre. Mais même elle, quand elle est venue ici, elle m'a dit, mais toi, tu as fait une autre recette. Je lui ai dit, je te promets, j'ai fait ta recette. Elle m'a dit, c'est pas la mienne, ça. Du coup, comme tu as dit, je pense qu'elle a dû cacher quelques ingrédients, quelques petits trucs, quelques astuces sur la recette. Oui, c'est sûr. Et pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Moi, je suis sicilien. La première chose que j'ai en tête quand tu m'as posé la question, j'ai les images là, dans les dessins dans ma tête, c'est la petite cassata. Qu'est-ce que c'est? La cassata, c'est un dessert sicilien et elle est faite à base de ricotta sucré, même trop sucré des fois. Et après, on a deux versions de faire la cassata. On a la version faite avec la pâte brisée et après on a une autre version faite avec la pâte d'amande. Okay. Et c'est la version baroque et la version sicilienne. Les deux, ils sont incroyablement bonnes. Il y a la version est faite avec la pâte d'amande qui n'est pas mise au four. Du coup, on étale juste notre pâte d'amande, on la met dans un moule, on la farcit avec la ricotta au final. Et pour mettre entre guillemets un bouchon, on met une feuille par exemple pain d'Espagne. On met du pain d'Espagne, on la tourne, on la laisse démouler et c'est bon, c'est fini, il n'y a pas de cuisson. Ou sinon, il y a l'autre avec la pâte brisée et celle-là, elle est vraiment trop bonne. Parce qu'en fait, déjà tu la mets au four, tu la laisses cuire en vingtaine de minutes à 180 degrés. Une fois que tu la sors, tu mets beaucoup de sucre glace et beaucoup de cannelle. Moi, j'adore la cannelle. Et dans la cassate, on la trouve. Du coup, en revenant à la question, c'est quoi les bons desserts pour terminer un repas de dimanche? Pourquoi pas une très bonne cassata? Froide ou chaude? Du coup, avec la pâte brisée ou avec la pâte d'amande. Les deux, ils sont très bonnes. Du coup, vas-y la cassata. Très bien. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Ta création sucrée? Waouh, alors, et je pourrais te dire, la première création sucrée, elle était horrible. Elle était horrible. Et j'avais 8 ans, 9 ans. Ah oui, donc c'était... J'étais vraiment tout petit. Et la nuit, je me suis improvisé pastry chef dans la cuisine de ma mère.
Du coup, je voulais faire des gâteaux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher les livres secrets de ma mère pour les Ouais. recettes. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à prendre les ingrédients qu'on avait, on avait dans les tiroirs. Et j'ai commencé à faire ce petit gâteau. C'était un gâteau au chocolat. Ouais. À la base, c'était des cookies. À la base. Des cookies en gâteau au chocolat? Mais au final, c'est sorti un truc un peu cramé. Pour cramer dans les bords, un peu cramé en dessous, avec un gros trou au milieu. Du coup, j'étais pas très content, mais j'étais quand même fier de ce que j'avais créé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, j'ai laissé à table pour les petits déj pour mes parents, qui l'ont pas mangé et l'ont jeté dans la poubelle. Mais bon, j'étais fier quand même parce que moi, j'avais réalisé quelque chose. Du coup, c'était après, quelques années après, et avec mon maître de cuisine, mon cousin Salvo, c'est avec lui qui m'a inspiré la première fois pour commencer la première recette. On avait toujours quelque chose à base de chocolat et cannelle. Parce que j'aime la cannelle, comme je viens de le dire. Et la première chose qu'on avait fait, c'était des cannolis. Ouais. Tu connais les cannolis? Oui. C'est trop bien ça. C'est toujours c'est un dessert sicilien. Sauf qu'au lieu de les farcir avec la ricotta, comme il nous dit dans la tradition, on les a farcis avec un mousse au chocolat et cannelle. Ok. C'était trop bon. Mais ça, je pense que j'ai réussi juste parce que je l'ai fait avec lui. Parce que la deuxième fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais bon, ça, c'est les premiers savoirs que j'avais. Et d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es découvert une passion pour la cuisine et la pâtisserie? Quand est-ce que tu as voulu en faire ton métier? Et j'étais très petit. J'étais très petit. Et nous, on avait comme habitude de faire des repas les dimanches avec toute la famille. Mais ce n'était pas des repas normaux. Et en fait, on était beaucoup. Ouais. On était toujours en quinzaine, en vingtaine à la campagne de ma tante. Et il y avait toujours mon oncle avec mon cousin, Salvo, mon chef. Et les deux, moi je les voyais dès loin déjà cuisiner. Ils restaient 2 heures et 2 heures et 2 heures à réaliser des choses incroyables et trop bonnes. Et en fait, ils rendaient heureux tous les gens qui s'étaient assis. Oui, on était entre familiaires, c'était la famille. Mais tout ce qu'ils sortaient, c'était trop bon. Et on parle des trucs simples. On parle des pâtes à la sauce tomate, de la bonne sauce tomate fraîche, bonne sicilienne, avec du bon basilic. On parle de la viande grillée. Sauf que c'était les techniques qu'ils utilisaient pour faire ces choses qui m'ont fait tomber amoureux. Pour griller en viande, tout le monde prend la viande, allume sa plaque, allume sa poêle, il la chauffe, il met un peu d'huile, vas-y, on grille la viande, c'est bon. Mais non, en fait, c'est pas ça la viande. La viande, tu la prends, tu la sors du frigo au moins 40 minutes à l'avance. Tu vas faire une petite marinade, tu essaies de la masser bien pour casser un peu les fibres. Et ensuite, avec une poêle bien chaude, tu la snackes un peu. Et comme j'aime, on le laisse bien bleu. Je peux tolérer saignant. Je peux tolérer, mais pas trop souvent. Et du coup, c'est grâce à elle. J'étais tout petit et je te répète, j'avais toujours 8 ans, 10 ans, grand max, quand je suis tombé amoureux de la cuisine. Et après, j'ai fait des études qui ne m'ont pas ramené tout de suite vers la cuisine. Moi, j'ai commencé avec un lycée scientifique. Okay. Sauf que depuis que j'ai commencé le lycée, et je voyais que je ne voulais pas rester entièrement dans le lycée et continuer avec l'université et continuer les études. Moi, je voulais me salir les pattes. J'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de parler avec les publics, mais avec mes créations. Du coup, c'est ça qui m'a fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai changé d'école. Je suis passé faire une école d'hôtellerie-restauration. Quand tu sais déjà le travail que tu veux faire et que tu peux les faire, parce qu'en plus, travailler dans la restauration, c'est facile. C'est la vie dans la restauration que c'est difficile. Mais pour y accéder, c'est facile. Ouais. Donc, la première chose que je me suis dit, c'était, écoute, je vais travailler en cuisine, oui, mais il faut le faire de façon intelligente. Du coup,
j'ai m'inscrit dans une école d'hôtellerie-restauration. Je vais apprendre le plus possible. Et ensuite, je passe dans le vrai restaurant. Ok. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'était grâce à mon cousin qui, lui, venait d'ouvrir un restaurant, qui m'a dit, allez, vas-y, viens, et tu peux commencer avec moi. Et comme je te disais, j'ai commencé du plus bas pour arriver, après 2 ans, à gérer la cuisine avec lui. Et là, c'était ma plus grande satisfaction, tu vois. C'était trop beau. Forcément. Et, T'attends ça depuis tellement longtemps que ça doit être la consécration, quoi. ah ben oui, mais parce que comme je te disais, j'ai rêvé ces moments depuis que j'avais 8 ans, 10 ans. Donc je me disais, allez, vraiment, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et quand j'ai réussi, c'était beau, c'était vraiment trop beau. Surtout, regarder, voir les clients et qu'après un mariage, ou après des communions, ou après des anniversaires, ils étaient hyper contents, hyper satisfaits. Et il y avait juste un petit gamin à 16 ans, 18 ans, derrière la cuisine, qui avait tout fait. J'étais trop fier. J'étais trop fier. Et alors, à quel moment est-ce que tu as décidé de venir t'installer en France pour aussi continuer la cuisine? Et alors, là, alors moi je suis en France depuis, ça fait 6 ans et demi maintenant. Et j'avais décidé tout ça avec un band de potes. On était 3 potes. On s'est dit. En fait, au début, on voulait partir pour Madrid. Ok. Sauf que les mêmes jours, on a eu un accident. Ah bon. Les jours pendant qu'on allait vers l'aéroport, on a eu un accident. Et en voiture, où heureusement personne s'est blessé, et juste la voiture elle est devenue une petite big bab. et cette retard, en fait, nous a fait rater l'avion. Mais nous, on avait tout avec nous. On avait les valises, on était prêts, et on avait la détermination. Du coup, on a pris Skyscanner. Excusez-moi la publicité. On a pris Skyscanner et on s'est dit, vas-y, où on peut aller. Il y avait un pote entre nous qui a dit, les gars, moi je connais Paris. Est-ce que ça vous tente? Vas-y, on connaît pas un mot de français, on parle qu'italien, à peine j'arrivais à dire good morning, good evening. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on prend nos affaires, on prend un taxi et on y va à l'aéroport. On a pris un autre billet et on est parti pour Paris. On est arrivé à Paris et c'était un peu des paysans. Vraiment des paysans, parce que moi, je regardais pas l'air. Tu vois, j'avais les montagnes en face de moi, j'avais la mer, les bâtiments plus grands, ils faisaient 3 étages. Et c'était juste un Balier qui faisait 10 étages. Mais là, on est à Paris, un des plus grands, des plus belles capitales européennes. Et c'était vraiment des paysans. Du coup, on est arrivé et on l'a décidé comme ça, pour hasard. Et on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'était de regarder les restaurants les plus beaux qu'il y avait à Paris et postuler pour ça. Sauf que c'était clair, il n'y avait jamais personne qui allait nous répondre. Tu vois, nous, on venait de la Sicile, on avait un CV en italien, pas dans les bons formats, plein de fautes d'orthographe. Du coup, on n'avait rien dans les mains. On savait juste qu'on savait travailler parce qu'on venait des très belles écoles, des très bonnes écoles qui nous ont vraiment formés. Mais aux gens, tu ne peux pas juste leur dire « Ouais, fais-moi confiance, je peux travailler pour toi, il n'y a aucun problème. » Du coup, quand je postule pour les Royal Monceau, je ne reçois aucune réponse. Et après, mon pote, il avait postulé pour la Maison de la Truffe, pour lui aussi, aucune réponse. J'avais postulé à la Tour Eiffel. Aucune réponse. Jamais eu de réponse. Jamais. Du coup, on s'est dit, ok, peut-être, on doit se calmer un instant et commencer encore une fois du plus bas. Du coup, c'est là que j'ai commencé dans un petit restaurant méditerranéen français. Et c'est là que j'ai commencé même à parler français. Parce que j'avais un chef, elle était formidable, Nadia Michaud.
qui aujourd'hui elle vit aux États-Unis. Et c'est grâce à elle, elle parlait aussi italien. Du coup, après 2-3 semaines qu'on avait commencé à travailler et tout, elle me faisait la pleine confiance, elle me laissait les restaurants dans les mains et tout. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute Pietro, là il faut qu'on fasse un truc ensemble. Omier, toi, il faut que tu fasses un truc. Oui, dis-moi, on est en France, tu parles français. Ok. Du coup, les premiers 6 mois, c'était un cauchemar pour moi. C'était un vrai cauchemar parce qu'elle me parlait qu'en français. Moi, je comprenais rien. Je comprenais rien du tout. Mais c'était drôle. C'était drôle. Avec le recul, quoi. Parce que sur le moment, c'était pas très drôle. Non. Ah non. Je peux te dire, oui, aujourd'hui, c'est drôle de le raconter, mais au début, c'était presque frustrant. Ouais. Parce que tu comprends rien, elle t'engueule parce que tu comprends rien, et du coup, tu te sens bête, sauf que c'est pas ta faute. Oui, bah oui, non, quand tu connais pas une langue, tu peux pas l'inventer. Ouais, c'est clair. C'est pas ta faute. Mais bon, aujourd'hui, je la remercie encore pour ce qu'elle a fait pour moi et pour cette obligation qu'elle m'a mis sur la langue, surtout. Oui, puis finalement, en fait, du coup, c'était pas plus mal de pas être allé dans un très grand resto où t'aurais pas eu autant de responsabilités, quoi. Exactement. Non, en fait, c'est pour ça que je la remercie et je la remercierai, je pense, toujours parce que encore aujourd'hui, on y est. Pas plus depuis 2 ans, mais encore avant l'ouverture des groupes Pomimo, elle m'a proposé plein de choses à faire, plein de boulots, plein d'extras. Tu veux travailler pour Louis Vuitton, tu veux travailler pour des grandes marques. Et vas-y, il y a cette catering à faire, tu veux le faire. Oui, elle m'a proposé comme chef un peu partout dans son réseau. Donc, oui. Elle était incroyable et même de commencer dans un petit restaurant, ça a été parfait pour moi. Parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir m'ambienter en premier et de ne pas être mise à la guerre depuis c'est tout ça, de suite. ça aurait été... Ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, si j'avais commencé dans un restaurant. Ouais. Et comme tu as dit, je n'aurais pas eu du tout les mêmes opportunités. Oui, puis finalement, même avec, tu vois, l'histoire de la langue, etc., puisqu'elle parlait quand même italien, au moins tu pouvais quand même te dire que tu pouvais un peu te faire comprendre. Alors que dans un grand resto où si personne parle italien, c'est trop... Enfin, je pense que c'est encore plus compliqué, quoi. Oui, ils s'en foutent complètement de toi, en fait. Parce qu'ils étaient les nouveaux arrivés. Ils s'en foutent, en fait. Et c'est à toi de te mettre au niveau. c'est toi qui t'adaptes, c'est ça. Ouais. Donc, oui. Merci, Nadia. Et alors après, pour arriver jusqu'à la création de Groupe Pomimo, comment ça s'est passé ? Et alors, tout est né par la rencontre de 2 potes, Edouard et Benoît, tous les deux passionnés par la cuisine italienne, pour mieux dire, pour la cuisine en général, pour la bouffe en général. Edouard, grand génie du marketing, et Benoît, grand directeur de restaurant. Ils se sont mis ensemble et ils avaient cette rêve de construire quelque chose ensemble. Et du coup, c'était en février 2000. Attends, là, on est 2022. 2019. Non, qu'est-ce que j'étais dit 2020. Ah, je me rappelle plus. 2020, c'était le Covid. Oui, nous, on avait en plein Covid. En 2020, on avait en plein Covid. Et c'était exactement en février 2020 qu'ils ont ouvert les premiers restaurants groupe Pomimo qu'on avait sur Boulogne, Boulogne-Billancourt. Cette rue de l'église Boulogne-Billancourt. C'est encore aujourd'hui un tout petit restaurant. Il fait 40 couverts, 45. Où on a en fait cette cuisine sicilienne, cette pizzeria napolitaine. Et on a commencé en plein pandémie. Il y avait les Covid, il était là, on était en pleine 12e, 3e, 4e, 17e vague, je ne me rappelle plus. On était en pleine vague de Covid. C'était chaud, mais ça ne nous a pas empêché de faire quand même de commencer cette aventure. Du coup, ils ont commencé en 2. Moi, à l'époque, j'ai travaillé dans un autre restaurant. J'ai travaillé chez Noto à la salle Playel. Mais on était en chômage partiel vu le Covid, chômage technique. Du coup, tout de suite après,
Benoît, qu'il me connaissait déjà parce qu'on avait déjà travaillé ensemble dans un autre restaurant. Et il m'a proposé, écoute Pietro, t'en penses quoi si tu viens, tu me fais du consulting, tu viens me faire la carte, tu viens faire la formation des cuisiniers et tout. Je dis, vas-y, on y va, on le fait. Du coup, je l'ai fait juste pour m'amuser au début. Parce que déjà, j'avais rien à faire. J'étais à la maison, on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. Du coup, vas-y, ben, j'arrive. J'arrive à Boulogne, j'ai tombé amoureux de leur plan. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de rentrer avec eux dans la société. Et c'est là qu'on s'est mis tous les trois ensemble à créer plein de recettes, plein d'idées et plein de choses. Chacun d'entre nous, il a ses parties à gérer. Ouais. C'est parti à gérer. Mais dans tous les cas, on est toujours ensemble pour prendre la dernière décision. Voilà. Donc, on a commencé avec un petit restaurant en février. Et là, aujourd'hui, en 2022, et presque en décembre, on s'est retrouvé avec 7 restaurants. On a 7 restaurants. Et on vient de rentrer là, il y a une semaine, on vient de rentrer de Madrid. Parce qu'on a été, qualifiés comme les meilleures pizzas du monde, comme les meilleures pizzas du monde. Et on s'est qualifié 32e et avec notre chef pizza, Emanuele Contardi. Et on s'est qualifié 32e dans toutes les pizzerias du monde. Bravo. Et 2e en France. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. On est tout petit, mais quand même, on a réussi à mettre un petit point d'exclamation dans le monde entier. Parce que quand même, on a vu tous les autres restaurants, toutes les autres grosses chaînes qu'il y avait, ils faisaient peur. Il y avait des chaînes incroyables. Il y avait des chaînes magnifiques, des restaurants trop beaux. Mais ça ne nous a pas empêché de nous présenter, de dire écoutez, nous c'est Gruppo Mimo, on est petit pour le moment, mais on est là. Ah, puis c'est une belle victoire, quoi. Absolument. Et ça nous servira cette année pour dire ok, on est arrivé 32e dans le monde entier, on doit faire mieux pour l'année prochaine. Et du coup, c'est ça qu'on veut faire. En fait, là, avec les chefs, il est en train de créer des nouvelles recettes, on est en train de créer des nouveaux mélanges de farines. Parce que les secrets d'une bonne pizza, c'est ça. C'est avoir un bon mélange de farines. Avoir des bonnes farines. Des très bonnes farines. Et surtout, les savoir utiliser. Ça, c'est normal. Forcément. Ça, c'est normal. C'est obligatoire. Mais donc tout ça, et dès le départ, c'était l'idée de cuisiner comme à la maison, de refaire un petit peu tous les plats traditionnels et même les desserts. C'est surtout beaucoup des desserts traditionnels, enfin en tout cas les desserts italiens qu'on connaît les plus, quoi. Donc ça a toujours été ça ? Oui, depuis le départ. Depuis le départ, c'est ça qu'ils m'ont dit au début quand ils voulaient faire la carte. Ils m'ont dit, nous, l'intention, c'est de sponsoriser la cuisine de la maison. Donc, toi, tu es sicilien, prends ta cuisine et mets-la à table. C'est exactement ce que j'ai fait. Et comme je te disais il y a quelques minutes, la plupart des recettes, c'est ma mère qui me l'a passé. Et maman, j'ai besoin de ça. Ça se fait comment en fait ? Et toi, tu les fais comment ça ? Parce que toi, tu peux avoir des recettes, mais quand on parle que tu es tombé amoureux de certains plats dans ton enfance et tu n'arrives pas à les faire sortir de ta tête, il faut que tu les mets à table. Et c'est ça, c'est ce qu'on a fait. On propose quoi dans les cartes ? On propose des produits simples. On n'a pas des truffes blanches, on n'a pas des caviars, on n'a pas d'homard, on n'a pas des produits chers ou des produits un peu trop raffinés. On a les produits simples. La cuisine sicilienne, c'est ça, c'est simplicité, et très simple. On faisait la cuisine avec tout ce qu'on pouvait prendre, qu'eux, ils pouvaient prendre dans les champs. Oui. Ils allaient recueillir leurs légumes, et ils allaient prendre une poulet par exemple, 2 œufs, c'était ça la cuisine. Sauf qu'avec ça, on a fait devenir la cuisine sicilienne une des plus belles cuisines dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, elle est renommée dans le monde entier. Oui. Et c'est trop beau. Parce que quand on parle des arancini, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Quand on parle des cannoli, la même chose. Donc, c'est ça que c'est beau. On a fait des plats mondiaux avec rien. On n'utilisait rien. Et c'est ça que c'est beau. Et c'est ça, c'est qu'on fait nous aussi chez Gruppo Mimo. Chez Gruppo Mimo, on fait exactement la même chose.
tu me parlais de la carte des desserts. Les desserts qu'il y en a, ils sont tout simples. On a le tiramisu, comme je te disais, fait à l'ancienne façon. On a la panna cotta, encore plus simple. On a une mousse au chocolat, encore plus simple. Et on a ce que vous appelez les fondants au chocolat. Oui. Un fondant au chocolat. Et, sauf que nous, on les fait à ma façon. Moi, je suis amoureux de la pistache. Oui. Du coup, avec une bonne dose de pistache au milieu, qui quand après on les sort du four, ça dégouline partout et c'est trop bon. C'est trop bon. Et même ça, c'est des recettes anciennes. C'est des recettes anciennes qu'on a toujours eues. Et comment tu as sélectionné un petit peu, si on revient sur la carte de dessert spécifiquement, mais comment est-ce que tu as sélectionné quel dessert italien et sicilien tu allais mettre à l'honneur? Par exemple, pourquoi tu t'as pas mis les cannolis ou le dessert dont tu parlais tout à l'heure? C'est ce que j'ai préféré les plus en fait. Ok. Qu'est-ce que j'aime manger tous les jours? Les tiramisu. J'aime les tiramisu. La panna cotta, c'est ultra légère. Tu pourrais la manger tranquillement, même 2-3 dans la journée. Après, il ne faut pas abuser. Mais bon, tu pourrais les faire. Ouais. La mousse au chocolat, pourquoi pas? Et comme je te disais, les fondants avec les cœurs aux pistaches, ça c'est vraiment ma passion. C'est trop bon. Depuis, d'ailleurs, on a commencé à les faire un an après qu'on a commencé l'aventure. Parce qu'en fait, on cherchait les goûts des Français. Sauf que des fois, c'est plus simple. Oui. C'est rester dans la tradition et dans l'être classique qui commençait à rechercher des choses impossibles à faire, même pour les cuisiniers, par exemple. Parce que après, faire les recettes, c'est pas juste question de goût. C'est aussi dans l'opérationnel. Oui. Il faut que les recettes soient applicable, il faut qu'il soit fonctionnel et simple à reproduire. Parce que, par exemple, pour moi, ça ne peut pas être difficile de faire un tiramisu. Ok, mais on a 8 restaurants. Oui, c'est sûr. On a 15 chefs différents. Du coup, ce n'est pas dit pour tout le monde que c'est facile. Donc, on prend les recettes, on les adapte pour tout le monde et on les fait appliquer à tout le monde. Et la carte, elle était inspirée juste à ce que j'aime manger, en fait. C'est le mieux. Oui, absolument. Parce que je mange tout le temps au restaurant, tu vois. Je passe ma journée dans les restaurants. T'as pas envie de cuisiner après. Ah non, pas du tout. Et je passe ma matinée au restaurant, mon déjeuner et mon dîner, je les passe entièrement au restaurant. Du coup, j'aime manger en continuation chez nous. Je comprends. Et si on revient sur tes créations, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Tout à l'heure, je te demandais la première, là, la dernière, pour voir un petit peu si tu fais plus de gâteaux au chocolat qui sont censés être des cookies brûlés. et tu me parles toujours... en sucré, en sucré? Oui, voilà. En sucré. Alors, en sucré, là, par exemple, un truc qu'on va faire, on fera dans la carte du Nouvel An. C'est un dessert encore simple, mais on va mettre un peu d'Italie au milieu. Vous, en France, vous avez les pains perdus. Oui. Nous, on les fait avec les panettone. Du coup, on l'appelait les panettone perdus. On va utiliser un bon panettone qui vient de Sicile. Et en fait, on va collaborer avec un très bon pote à moi, s'appelle Fabrizio Cannone. C'est un pastry chef sicilien qui fait déjà, aujourd'hui, il compte beaucoup de collaborations dans le monde entier, notamment en Japon et en Californie. Et lui, il a lancé son laboratoire e-commerce en Sicile. Il a ouvert un laboratoire de 500 mètres carrés énorme où là-bas, il a commencé la production de plein de produits incroyables, trop bons. Du coup, c'est lui-même qui va nous envoyer cette panettone artisanale, trop bon, aux 3 chocolats. Et c'est là qu'on va faire les panettones fondus et les panettones perdus. Mais ça, c'est vraiment un dessert qui existe, le panettone perdu, ou tu l'as revisité en te basant du coup sur la brioche, sur le pain perdu? Mais ça existe forcément. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un dessert que tu as l'habitude de manger, toi, dans la tradition. Non, pas du tout. C'est la première fois, vraiment la toute première fois que je vais en manger ça. Parce que déjà, même les pains perdus,
Je mange Oui. pas. Je mange pas. Je pense j'ai dû les manger une seule fois dans toute ma vie quand j'étais petit, parce que même en Italie, on fait presque pain perdu Ouais. similaire, toujours avec de la pain brioche. Mm. Mais avec les panettone, je n'ai jamais mangé. Jamais mangé. Donc ça sera la première fois. Et est-ce que du coup, quand tu imagines tu vois, des desserts, pas qui sortent, enfin, des desserts un petit peu, qui sortent justement de la carte classique que tu as, est-ce que c'est toujours un peu comme ça que tu procèdes? Est-ce qui t'inspire de prendre un peu des desserts, soit de la... Enfin, j'imagine que l'idée, c'est que tu gardes les saveurs italiennes, siciliennes, etc. Mais du coup, est-ce que pour apporter un peu le côté français, entre guillemets, tu utilises justement des recettes qu'on connaît traditionnellement en France et tu les fais à la sauce italienne ou comment ça... Qu'est-ce qui t'inspire d'autre sinon? Alors, en vrai, je peux te dire que c'est un peu plus l'inverse. Je Ouais. prends les recettes italiennes et j'essaie de les franciser. Voilà. J'essaie de les rendre un peu plus françaises. Parce que quand même, on est en France, on a un public français. Donc, c'est à eux qu'on doit chauffer plus le cœur. Du coup, même si des fois on sort de la tradition italienne, c'est pas très important parce que comme on a dit tout à l'heure, la cuisine c'est la créativité. Oui. Du coup, si je vais changer quelque chose dans mes recettes, pourquoi pas, je le fais. Mais est-ce que tu changes vraiment beaucoup? Parce que, en vrai, je trouve, enfin, j'ai l'impression que les goûts italiens et les goûts français, ils sont pas très très loin. Enfin, finalement, il n'y a pas, tu vois, pour le coup, par rapport à d'autres cultures et d'autres cuisines, tu vois, si on pense notamment à la cuisine asiatique, où c'est, pour le coup, ça n'a rien à voir, Oui. je trouve que la cuisine française et la cuisine italienne sont quand même assez proches. Voilà, ils sont proches, mais peut-être que là il y aura 10 millions d'Italiens qui vont me tuer. Mais si on parle des pâtisseries, moi je pense que la France, Ouais. elle est vraiment, 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 vraiment à un autre niveau par rapport à l'Italie. Ok. Et un autre niveau en positif carrément. Et la France en pâtisserie, ils sont Ouais. incroyables. Ils sont incroyables. Et après, si on passe si on passe sur les salés, effectivement, tu as raison. Les goûts, ils sont là. Les goûts, ils sont Ouais. là. Grosso modo, oui, on a les mêmes goûts. Et après, ça peut changer quelque chose. Et notamment sur les fruits, par exemple, on a des fruits ou des légumes qu'on a chez Oui, nous en oui, Italie et qu'on a la tradition d'utiliser. Ou vous, par exemple, vous n'avez pas la tradition de l'utiliser. Et des choses que, par exemple, vous jetez à la poubelle, nous, par exemple, on les utilise. Comme quoi? Mais par exemple, tu sais, un truc que nous on appelle le sparacelli. Ok. En fait, vous, ce que vous mangez, c'est ça. Oui. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt les feuilles. Ok. Les feuilles, on les jette pas et on fait la sauce avec. D'accord. Du coup, c'est les friariali. Que je connais pas la traduction, j'ai même pas la traduction. Ah, mais je connais pas, moi non plus, hein. Franchement, je sais pas ce que j'en ai jamais entendu parler. Hein. Ils sont Donc, très comme bons. la Et preuve. ils sont dans la tradition napolitaine surtout. Ok. Et ils font des pizzas où ils font les pâtes, friariali et saucisses. Et nous, ce qu'on va faire là dans la nouvelle carte, en fait, on vient de mettre ça. On vient de mettre des fruits tatales et que c'est des pâtes panées, panées à l'anglaise et après frites. Et ils sont trop bonnes. Ils sont trop bonnes. Et on va l'utiliser là. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous raconter. En plus, je pense que tu nous as mis un peu l'eau à la bouche et que clairement, ça transporte en Sicile, en Italie, au soleil et ça fait un peu sortir de la grisaille parisienne, clairement. Je demande toujours un petit conseil, tu vois. Donc peut-être pas forcément pâtissier, mais cuisinier, tu vois, à des gens qui, comme moi, sont passionnés, aiment bien. Tu vois, moi, j'aime beaucoup faire des desserts, etc. Mais je suis pas forcément une experte. Donc est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, sur comment procéder? Qu'est-ce que... Mais les conseils que je peux vous donner, c'est ne lâchez rien. Restez là, restez là, restez là. Exactement comme moi j'ai fait quand j'avais 7 ans. Ouais. J'ai brûlé mon gâteau. C'est pas pour ça que j'ai renoncé à ma passion. Je suis encore là, je reste toujours là et je bouge pas en fait. Même si je vais taper contre un mur, c'est pas grave. On va se relever et on va recommencer et on va revoir notre façon de faire.
Merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un gâteau italien, tu serais lequel? Ou sicilien, enfin. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, je peux te le répéter, du coup, la bonne cassata. Donc tu serais celui-là. Moi, je pensais que t'allais me dire le tiramisu. Mais le tiramisu, il est bien crémeux. Moi, j'ai parlé de la cassata Ouais. avec la pâte frisée, avec la pâte brisée. Du coup, elle est un peu plus dure, tu vois. Avec un peu plus d'écoque. Et si tu devais choisir un type de dessert italien qui bougerait plus pour le reste de tes créations, ce serait lequel? Tu vois, genre toutes tes prochaines créations, elles se baseraient sur ce dessert-là, enfin sur cette structure-là. Par exemple, je sais pas, des tiramisu à toutes les saveurs ou des cassadas à toutes les saveurs. Du coup, ça serait quel dessert? Mais je pense le tiramisu. Exactement comme on fait aujourd'hui dans la Ouais. carte, qu'on a un tiramisu du moment qu'on change périodiquement. D'ailleurs, dans tous les tiramisu que, du coup, dans ceux que vous avez créés, c'est lequel, toi, celui pour lequel t'as un petit faible? Ah, tiramisu au pistache. Ouais, mais j'étais sûre que t'allais me dire ça. mais oui. J'aime la pistache, je suis fou amoureux de la pistache, donc tiramisu au pistache dans le cœur. C'est quoi ton péché mignon? Même si on n'est pas en Italie, c'est les Paris-Brest. Moi, j'adore les Paris-Brest. Je te jure, j'adore les Paris-Brest. Moi, j'habite dans les 10e. Moi, j'y vais toujours dans les 6e pour l'acheter. Mais je ne veux pas te dire le nom de la boulangerie. C'est ton secret? Oui, parce qu'après, je ne vais pas le trouver. Est-ce que t'en as déjà goûté au pistache? Parce qu'il y en a pas mal qui commencent à arriver des Paris-Brest au pistache. Ah, jamais? Ah bah, Ah, mais là, j'ai tu vu veux qu'il y avait voir un truc incroyable. J'ai vu qu'il y avait des pâtissiers, je sais plus qui font des Paris-Brest au pistache. Faut que tu goûtes quand même. Bon, mamie, j'ai un rêve là. Je vais le faire après. Et justement, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien, par exemple, faire une création à quatre mains pour Groupe Mimo? Tu vois, un nouveau dessert. Oui, il y a un super chef que j'aimerais bien connaître au moins une fois dans ma vie. C'est Simone Zanoni. C'est un chef étoilé. C'est un super chef italien. Je pense que tout le monde connaît ses livres et ses recettes. Je pense qu'on a exactement la même mentalité. C'est-à-dire, on prend la tradition, les classiques, et on les met à table. Ouais. C'est ça qu'il fait. Moi, j'ai tous ces livres de recettes. Et en fait, quand je lis ces recettes, je ne vois pas des trucs difficiles, des trucs impossibles à faire. Je vois toujours la simplicité, l'être facile en cuisine. Et c'est ça qui c'est bien. C'est ça, pour toi, ta définition de la cuisine, la simplicité. Absolument. Ça doit rester simple et gourmand. Absolument, absolument, absolument. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat? Chocolat. Plutôt pistache ou noisette? Alors là, c'est difficile. Hein. Ah, je pensais qu'en plus, t'allais répondre super facilement quand même. Non, tu sais pourquoi? Parce que, par exemple, oui. c'est quoi mon goût préféré des glaces? Noisette. Ah ouais? Oui, c'est noisette. Mais c'est quoi les goûts que j'aime retrouver dans les desserts? Pistache. La pistache. Du coup, entre pistache et noisette, je ne pourrais pas me faire ça. Pistache. Vas-y. France ou Italie? Italie. Forcément. Bah oui, forcément. Tiramisu ou panna cotta? Tiramisu. Et enfin, du coup, ton dessert, cœur de Pietro. Donc qui est le fondant au chocolat avec la cœur de pistache, comme tu le disais tout à l'heure, ou la pizza au nocciolata. Le cœur de Pietro. Forcément. Aucun doute. Merci beaucoup Pietro, c'était super passionnant et j'ai trop aimé échanger avec toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc ça peut être une recette à tester, un ingrédient, tu vois, à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Pourquoi pas reproduire le cœur de Pietro? Donc c'est un fondant au chocolat avec un cœur de pistache. Exactement. Ok. Exactement. Tout simple. Très bien. Mais surtout trop bon. Ouais. Tout simple et trop bon. Bah écoute, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Mais les gars, je vous attends chez nous, dans tous nos restaurants. Venez avec qui vous voulez, ça nous fera vraiment plaisir. En tout cas, je te remercie vraiment. Je te remercie pour cette interview, c'était vraiment sympa.
Et tu sais vraiment très bien comment mettre à l'aise les personnes. Merci beaucoup et à la prochaine, j'espère. Merci à toi, et c'est vrai que je vous invite à aller chez Gruppo Mimo. Moi, j'avais eu la chance de goûter les pâtes à la truffe qui sont exceptionnelles, donc vraiment, faut les goûter parce que... J'espère que cet épisode en compagnie de Pietro vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Priscilla Lanzarotti pour le tout premier épisode enquête de l'année. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!